Salut Internet, Pascal pour Hypnomachie. Nouvelle vidéo bonus en marchant, puisque vous êtes assez nombreux ces derniers temps, ces derniers jours, à m'avoir posé énormément de questions sur la relation entre le maître et le disciple dans la tradition. C'est un sujet que je trouve assez complexe à traiter. De toute façon, j'ai pas la prétention dans ces petites causeries informelles de traiter les choses de façon aussi approfondie que dans les vidéos qui elles-mêmes sont des formats simplifiés pour le net. Mais je vous propose tout de même de revenir dessus. Même si au fond de moi, la réponse lapidaire, je vous l'accorde, que j'ai envie de faire à cette question, c'est ne sont concernés par la relation maître et disciple que le maître et le disciple. En effet, cette tendance à souhaiter savoir ce qui s'y passe sans avoir à mouiller soi-même le maillot, sans avoir à expérimenter, sans avoir à être bousculé aussi par ce qui s'y passe, relève pour moi d'une forme d'intrusion, de voyeurisme quasi socialiste. Parce que, mais oui, bien sûr, moi, dans le sens d'une personne extérieure qui se permet de s'immiscer entre une relation, un échange librement consenti au nom de on sait pas trop quoi. Ce préambule étant posé, cela ne m'empêchera pas d'élaborer sur la notion. Entendez cependant que les quelques informations et descriptions que je vais pouvoir faire dans les minutes qui vont suivre n'ont pas un but prescriptif et sont, comme on dit, pour information seulement. Une chose généralement mal comprise, voire jamais mentionnée, c'est que dans l'enseignement traditionnel, on est censé enseigner uniquement au moment de la maîtrise mésotérique, pas avant. On peut enseigner ponctuellement. Enfin, quand je dis ponctuellement, on peut enseigner de façon répétée, même récurrente, à la fin du niveau exotérique, au moment où on a déjà une maîtrise du niveau exotérique, mais toujours sous la supervision d'un individu au niveau mésotérique qui va se charger de vérifier qu'il n'y a pas dans cet enseignement exotérique les possibilités d'une dérive du fond de l'enseignement. Je sais pas si... Moi je juge que c'est pas suffisant. Alors on va voir, hein. C'était notamment le cas dans les arts martiaux japonais. C'était le sens des titres Kyoshi et Renshi. Un Renshi pouvait ouvrir un dojo, mais devait rester affilié à un Kyoshi, ce qui n'était pas le cas donc pour les Kyoshi. Après, entendez-moi bien, hein, je parle ici d'un point de vue traditionnel. Or, par définition, personne n'est obligé, voire même je suis pas certain que ce soit forcément mieux d'aborder les choses d'un point de vue traditionnel que d'un point de vue, on va dire, plus personnel, plus freestyle, etc. Ce sont deux stratégies qui sont viables, évidemment. Si jamais il y en avait une des deux qui n'était pas viable, ça aurait été sélectionné darwiniennement depuis très longtemps, vous vous en doutez. Utilisons les vrais mots, c'est de la sélection naturelle. Je vois en ce moment de plus en plus de gens qui se mettent à enseigner depuis le niveau exotérique sans la supervision de quelqu'un au niveau mésotérique et même depuis un exotérique non maîtrisé. Comme le disait Michel Serres, vous avez le savoir-faire et le faire savoir, celui-ci arrivant en bon dernier. Dans la tradition, on considère qu'il est complètement vaniteux de s'y atteler avant au moins une bonne dizaine d'années d'expérience au bas mot. La plupart d'entre vous étaient vraiment jeunes et vous avez décidé d'y croire. Une dizaine d'années à garder le silence, une dizaine d'années à se taire, une dizaine d'années à approfondir ce qu'on nous a appris. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas des surdoués, des génies qui au bout de 7 ou 8 ans y arriveront. En ce qui me concerne, j'ai gardé le silence pendant 14 ou 15 ans avant de commencer timidement à l'ouvrir et même après ça, je me suis octroyé 2 années de tour de chauffe pour vraiment vérifier l'adéquation entre le dire et le faire avant de commencer à l'ouvrir. C'est long. Or là, ce que je vois de plus en plus, ce sont des gens qui, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si vous voulez, une nouvelle fois, chacun a le droit de l'ouvrir quand il veut, parfois même au bout de 2 semaines, pourquoi pas. Chacun est libre, c'est une liberté fondamentale. Ça, c'est très important que vous l'entendiez. Et quand je dis que mon propos là n'est que d'un point de vue traditionnel, je devine déjà un certain nombre de gens qui vont entendre ça d'un point de vue limbique, qui vont dire oh, mais quand même il dit que c'est ok, mais t'as vu sa tronche, il y a quand même tout qui transpire que c'est pas ok, etc. Non, c'est vraiment ok. Ce que vous pouvez peut-être percevoir d'un point de vue limbique, c'est comme je ne sais pas, un meilleur ouvrier de France comme ça, qui va manger un morceau de McDonald's et qui se dit face à son Big Mac, oui c'est ok d'avoir le Big Mac, bien sûr que c'est ok, et c'est très bien qu'il y ait des Big Mac, c'est merveilleux qu'il y ait des McDonald's, ça rend service à des milliers de gens. Évidemment. Et évidemment aussi que quand vous avez l'habitude de la cuisine gastronomique, il va y avoir une partie de vous qui va dire, enfin bon,
C'est quand même pas extraordinaire, évidemment. Donc c'est ça que vous percevez. Mais donc entendez bien, enfin ne récupérez surtout pas ce que je dis au niveau limbique, s'il vous plaît. Vous en avez même qui se réclament d'ailleurs de la tradition, tout en respectant absolument pas les règles et le fonctionnement. C'est plus un fonctionnement et une tournure de pensée que des règles. Il n'y a pas vraiment de règles dans la tradition, dans l'absolu. Et après, ça peut aider également à arrêter de diaboliser les règles. Et il y en a même qui emploient le terme de tradition comme ça, donc vite formé, vite enseigné et vite enseignant en tout cas. Et comment dire, ça m'évoque cette citation de Lénine, faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose, où la notion de tradition devient simplement une étiquette marketing qu'on colle et rien de plus. On a la forme, on a la peau du tigre mais pas les os. Alors pour autant, il peut y avoir parfois des dissensus ou des séparations entre le maître et le disciple. Simplement, je vous invite ici à faire la différence entre une séparation justement parce que il y a le flux de la tradition qui ne coule plus chez le disciple, voire qui n'y a jamais coulé, et une séparation qui se fait dans le respect du fonctionnement traditionnel. Énormément de gens pensent, voire pour ne pas dire fantasment, que l'accès à une forme de connaissance traditionnelle amène à une forme de sainteté, ou ce sont des images d'Épinal, de jeunes gens qui rêvassent un petit peu. Il faut bien comprendre qu'à moins d'une maîtrise totale du niveau ésotérique, ce qui touche à peu près personne ou très très peu de gens sur la planète, eh bien les individus conservent leur ego. Simplement, ils en sont beaucoup plus désidentifiés que la plupart des gens. Et cette désidentification fait que parfois il peut y avoir entre le maître et le disciple un certain nombre de petits accrochages. En effet, même si le maître et le disciple se rencontrent, se reconnaissent à un point de vue un petit peu fin, un petit peu subtil, eh ben cela n'empêche pas l'éventuelle présence comment dirais-je, de saillances, voilà, on va dire ça comme ça, de saillances égotiques qui font que le disciple peut à un moment donné préférer s'éloigner de son maître, mais comme cela n'est pas fait depuis un espace de réactivité, en principe selon la logique traditionnelle, eh ben ça ne posera aucun problème. Autrement dit, c'est la situation qui exige la prise de distance, ça ne provient pas littéralement d'une réaction réflexe de rejet adolescente, si vous voulez. C'est d'ailleurs en général effectué dans la plus grande des courtoisies, et c'est une prise de distance qui peut être permanente ou temporaire, mais qui n'a rien à voir avec les atermoiements adolescents d'individus voulant être arrivés avant même d'avoir pris le temps de se laisser transformer par l'enseignement. Mais bordel, c'est le droit! Alors bien évidemment, tout ceci ne sont que des narrations, pour ne pas dire des arguties en marchant. Ça n'est qu'une élaboration exotérique à propos de la relation maître et disciple. Comme je vous l'ai dit, ça ne remplace pas l'expérience personnelle directe. À partir du moment où vous avez une expérience personnelle directe, eh bien, votre expérience pourra tout à fait dévier de ce que je suis en train de dire. Et ça ne sera pas un problème d'ailleurs. Vous êtes juste simplement en train de vivre votre vie et de lui donner le sens que vous désirez. Moi, je suis simplement en train de partager avec vous quelques élaborations autour de la notion de maître et de disciple, puisque vous avez été nombreux à me demander de dire quelques mots sur ce sujet. Et on trouve là, bien évidemment, les limites du format YouTube, où l'on peut tenir des propos généraux, mais qui n'ont de valeur en réalité que lorsqu'ils seront appliqués à un individu spécifique à un moment donné, puisque comme le dit la tradition, l'enseignement c'est un lieu, une personne, un moment. Voilà, petite vidéo toute simple donc pour vous mentionnez cette application de la règle des 2 tiers qui veuille que lorsque l'on enseigne au niveau exotérique, c'est important de le faire sous la supervision de quelqu'un qui maîtrise le niveau mésotérique, supervision qui n'a pas besoin d'être une présence constante et permanente, mais simplement de continuer à se placer sous cette personne afin d'éviter que l'acte d'enseigner la partie exotérique ne vienne renforcer une certaine pente qui aurait pu ne pas être vue ou ne pas être maîtrisée chez l'adepte. Et ensuite, à partir de la maîtrise mésotérique, eh bien, l'individu est libre et d'ailleurs va même créer son propre courant. Un des indicateurs d'ailleurs qui permet de voir si jamais certains d'entre vous se disent et moi là-dedans, dans ce modèle-là, où est-ce que je me situe? Eh bien, c'est très simple. Les gens dont j'ai parlé comme étant des gens qui enseignent beaucoup trop tôt avec une vision incomplète de l'exotérique, ça se caractérise essentiellement par l'absence de créativité.
C'est-à-dire que comme il n'y a pas de maîtrise mésotérique, l'individu ne s'est pas rencontré, ne s'est pas trouvé lui-même au-delà d'un certain point, puisque les individus qui se rencontrent, qui se trouvent, qui se sentent profondément au niveau mésotérique, j'entends. Après, au niveau ésotérique, c'est de la foutaise, mais peu importe. Ces individus, donc, disais-je, lorsqu'ils se sont rencontrés, le fait de trouver, de s'aligner, entre guillemets, avec son soi profond et véritable tel qu'on le fait dans la pratique mésotérique, donne ipso facto accès à une forme de créativité plus ou moins sans limite. Et cette créativité va amener, dans une certaine mesure, l'individu à modifier l'enseignement qu'il a reçu sans en altérer le fond, mais simplement parce que il assume la part de subjectivité inhérente au fait qu'il soit un vecteur de l'enseignement traditionnel. Ainsi, il va pouvoir adapter son discours, ses actes, toutes les représentations liées à l'enseignement, les mettre en accord avec l'époque, avec le contexte peut-être qui a changé, ou simplement avec ses préférences psychiques, avec ses fonctions cognitives, avec ses métaprogrammes, etc., etc., sans jamais en altérer le fond. Là où, à contrario, les individus qui enseignent trop tôt, uniquement depuis le niveau exotérique, vont avoir tendance à se comporter comme des perroquets, parce que ils essayent de reprendre la même recette de cuisine, un peu à la manière de la modélisation en PNL, vous savez, en programmation neurolinguistique. Quand on modélise quelqu'un, on regarde le faire de la personne. Parce qu'en programmation neurolinguistique, on ne sait pas modéliser l'être d'une personne. Et c'est assez simple, c'est qu'il n'y a rien à modéliser au niveau de l'être, puisque moi c'est moi, toi c'est toi, Robert c'est Robert. Donc qu'est-ce que tu veux modéliser? Il n'y a rien à modéliser. Et c'est ainsi que l'on peut voir fleurir ici ou là des espèces de clones, de pâles copies de l'enseignement original, alors que dans le cadre d'un enseignement authentiquement traditionnel, il y a quelque chose qui rayonne depuis le soi de la personne, là où quand on en est simplement au niveau exotérique, eh ben on va copier le faire, perdu dans une forme de conflit mimétique puisqu'on n'a pas résolu la mimésis. Plus nous éveillons l'esprit de nos enfants, plus nous aurons une société éveillée. C'est passionnant. Vous ne trouvez pas? Si, bien sûr. Vous n'avez pas l'air convaincu. Si, bien sûr. Vous voulez encore des pâtes? Volontiers. Nous avons une lourde responsabilité, nous les éducateurs. Et on n'a pas résolu la mimésis parce que la seule façon de sortir du fait de se sentir par une mimésis, c'est-à-dire très très souvent il s'agit simplement de gens qui vont copier comme ça. J'avais croisé des gens qui s'étaient ni plus ni moins approprié mon travail mais sans l'avoir digéré et qui reprenaient ni plus ni moins les mêmes concepts, les mêmes notions que je pouvais avancer comme ça dans l'hypnomachie, mais sans aucun vécu direct et surtout sans accès au soi, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'hypnomachie depuis un vide de soi, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé dans cette playlist pour les nuls, et je le redirai malheureusement, probablement encore. Et ça, c'est un indicateur assez fort que les individus sont dans une forme de transe d'identification, en l'occurrence ici à moi-même, mais si j'élargis le propos, ça va être une transe d'identification au maître. Or, se motiver par une forme d'identification à quelqu'un d'autre, c'est une stratégie efficace au niveau exotérique, au niveau adolescent. Moi aussi, je fais des arts martiaux à côté, quand j'étais gamin, j'avais un poster de Jean-Claude Van Damme dans ma chambre, tu vois, oh, je veux faire comme lui, etc. C'est très bien. C'est très très bien, ça crée des vocations. Donc là encore, il ne s'agit pas de pester contre la transhypnotique d'identification, mais de reconnaître qu'il est savoureux simplement d'enseigner l'hypnomachie ou l'approche traditionnelle alors qu'on est soi-même totalement perché en transe d'identification à quelque chose à l'extérieur de soi. Dans une certaine mesure, en fait, cette différence entre approche exotérique et approche mésotérique est la différence entre du plagiat et de l'inspiration. Car rendons à César ce qui est à César, il est bien normal, il est bien logique de s'inspirer d'un certain nombre de gens et de nos pères et des gens remarquables qui nous ont précédés, évidemment. Je ne suis pas en train de revendiquer le fait qu'il faille absolument voler de ses propres ailes ex nihilo, de faire une tabula rasa totale au niveau des connaissances, encore que on en revient là encore à ce défi que doit affronter chaque personne dans sa solitude, qui est dans quelle mesure est-ce que je m'approprie le travail des générations précédentes et dans quelle mesure est-ce que je vais me mettre seul face au monde, quitte à en payer le prix fort, parce que quand on est seul face au monde et qu'on ne bénéficie pas de l'expérience des générations passées, eh bien
En général, chaque erreur se paye au prix fort. Voilà. Mais c'est un pari que chacun doit faire en son âme et conscience. Il ne m'appartient pas d'en juger. Comme je vous l'ai dit, je parle ici uniquement du point de vue traditionnel. Ce qui donc, si vous lisez entre les lignes, dit que je ne suis pas en train de dire le vrai. Je suis simplement en train de vous renseigner, de vous donner des indications sur comment pense un des points de vue possibles. Je terminerai cette vidéo avec une citation de Maria Montessori. « Laisser libre un enfant qui n'a pas développé sa volonté, c'est trahir le sens même de la liberté. » Salut Internet. Qu'est-ce que tu attends? Je suis là pour 1 heure et j'ai ensuite 14 autres élèves à faire. Je déjeune dans ma voiture parce qu'on me laisse pas conseiller les élèves la bouche pleine. Bah j'ai toujours pensé que mon père était un gros nul jusqu'à ce qu'il prête attention à ma crétine de sœur. Alors pourquoi je recherche son attention maintenant? Pourquoi ça me fait du mal? Les membres d'une famille sont coincés dans des rôles. Changez ça et qu'est-ce que vous avez? Ressentiment et agressivité. L'agressivité peut prendre plusieurs formes. Le temps est presque écoulé. Alors qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas le choix, sois agressif jusqu'à ce que quelqu'un fasse attention à toi. Suivant. Bon, thérapie de couple, vous avez 90 secondes. Je suis la plus âgée et elle ne veut pas l'admettre.